L'échéance du 31 juillet 2026 constitue un tournant pour l'industrie minière de la République démocratique du Congo. À partir de cette date, les entreprises titulaires des droits miniers sont tenues d'appliquer l'une des dispositions les plus emblématiques de la réforme du Code minier 2018, la cession de 10% de leur capital social à des personnes physiques congolaises, dont 5% au profit des travailleurs et 5% en faveur d'autres citoyens congolais. Je n'ai jamais entendu parler d'indemnisation. S'ils veulent nous faire partir d'ici pour exploiter les minerais, qu'ils sachent que nous sommes des parents avec des enfants à charge, qu'ils étudient comment s'occuper de nous. Présentée comme un instrument de redistribution des richesses et de promotion du contenu local, cette mesure ouvre une nouvelle étape dans la gouvernance du secteur extractif. Mais derrière l'ambition politique, son application révèle de nombreuses interrogations juridiques, financières et opérationnelles. Depuis plusieurs années, les autorités congolaises cherchent à accroître les retombées nationales d'un secteur qui représente l'essentiel des recettes d'exportation du pays. La révision du Code minier en 2018 avait déjà renforcé la fiscalité applicable aux minerais stratégiques et accru les obligations sociales et environnementales des exploitants. L'actionnariat congolais obligatoire s'inscrit dans la logique de faire en sorte que les Congolais ne soient plus uniquement salariés ou bénéficiaires indirects des activités minières, mais deviennent également copropriétaires des entreprises qui exploitent les ressources naturelles du pays. Sur le papier, la réforme répond à la volonté d'associer davantage les citoyens à la création de richesses issues de l'exploitation des minerais. Ce mécanisme est souvent présenté comme un moyen de renforcer la stabilité sociale, de fidéliser la main-d'œuvre qualifiée et de favoriser une meilleure répartition des bénéfices générés par le cuivre, le cobalt, l'or ou encore le lithium. Depuis que Rwashi Mining exploite les minerais ici, personne d'entre nous, creuseurs, n'a signé un contrat avec cette entreprise. Nous souffrons. Nos enfants n'étudient plus. Pendant ce temps, Rwashi Mining ne cesse de nous demander de quitter nos résidences, d'arrêter toutes nos activités. Cependant, l'entrée en vigueur de cette disposition intervient dans un contexte marqué par une importante insécurité juridique. Les entreprises s'interrogent, notamment sur l'identification des bénéficiaires, les critères de sélection des autres nationaux, les procédures de gestion des titres et les conséquences du départ d'un salarié ayant reçu des actions. Nous avons de très bonnes relations avec la communauté locale. S'il y a des problèmes qui nous dépassent, l'entreprise a des avocats. Les avocats vont devoir trouver des solutions aux problèmes. La question du financement constitue également un sujet sensible. Contrairement à la participation de l'État dans certaines sociétés minières, dont les parts sont expressément protégées par la dilution, le régime applicable aux actions destinées aux employés et aux particuliers demeure imprécis. Les bénéficiaires devront-ils acquérir ces titres à leurs propres frais? Les entreprises devront-elles les céder gratuitement ou mettre en place des mécanismes de crédit? En l'absence de réponse claire, les interprétations divergent et alimentent les inquiétudes des investisseurs. Cette incertitude nourrit le débat au Parlement. Une proposition de loi portée par un élu national préconise notamment la création d'une société coopérative chargée de détenir et de gérer les actions attribuées aux travailleurs. Il est constaté une prolifération d'engins lourds dans des sites pourtant reconnus comme relevant de l'exploitation minière artisanale. Parallèlement, une présence de plus ou moins importante d'expatriés chinois est signalée dans la conduite des activités d'exploitation portées par la société Mega Mining, dont les agissements rapportés sur le terrain soulèvent de sérieuses préoccupations quant au respect de la législation minière en vigueur. Une telle structure permettrait d'assurer une gestion collective des participations, d'éviter les ventes spéculatives et de garantir une représentation durable des employés au capital des entreprises minières. Cet état des choses suscite de nombreuses interrogations au sein de communautés locales qui affirment n'avoir été ni consultées ni associées à ces activités. Il y va de la crédibilité de l'État, de la protection des intérêts des communautés locales, du respect de la souveraineté permanente de la République sur des ressources naturelles et de l'application équitable des lois de la République. En parallèle, plusieurs acteurs du secteur réclament la publication rapide d'un décret d'application détaillant les procédures de mise en œuvre. Au-delà des aspects techniques, cette réforme constitue un test de crédibilité pour la politique congolaise de valorisation des ressources naturelles. Si elle est correctement encadrée,
Elle pourrait renforcer l'inclusion économique des Congolais dans un secteur historiquement dominé par les capitaux étrangers et contribuer à une meilleure redistribution des revenus miniers. En revanche, si les incertitudes réglementaires persistent, le risque est de transformer une réforme ambitieuse en source de contentieux, de retard administratif et d'inquiétude pour les investisseurs. L'enjeu dépasse donc la simple cession de 10% du capital. Il touche à la capacité de la RDC à concilier souveraineté économique, attractivité des investissements et partage équitable des richesses issues de son sous-sol.